Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur la thématique de la Chine. Grande gagnante de la mondialisation des 40 dernières années, la Chine, marché volatile par excellence, a peu à peu disparu des allocations sous l'effet combiné d'une économie pénalisée par la longue politique zéro Covid, évidemment, et du coup de semonces réglementaires successifs qui ont touché notamment les mastodontes technologiques de l'Empire du Milieu. Donc la Chine est-elle toujours investissable? Ces classes d'actifs peuvent-elles représenter à court terme et bénéficier des politiques de relance monétaire et budgétaire mises en place? C'est un petit peu les sujets que nous allons adresser aujourd'hui avec les trois participants à ce webinaire. Donc, sont parmi nous Yann Loin pour la maison Pictet. Yann, vous êtes directeur commercial chez Pictet Asset Management. Vous êtes diplômé d'un master en gestion de patrimoine. Vous êtes arrivé en 2018 pour développer le segment des indépendants du patrimoine, après un passage de 4 années à la financière de l'Échiquier. Yann, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Voilà. Diadong Bao, vous êtes gérant analyste chez Edram. Vous avez rejoint Edram en janvier 2018 au sein de l'équipe Action Internationale en tant que spécialiste du marché chinois et du secteur technologique. Vous avez débuté votre carrière dans l'industrie financière chez Dubai International Capital en tant qu'analyste au sein de la division marché émergent en 2008. Vous avez passé ensuite plus d'un an chez CW Dana Co, basé à Paris en tant qu'analyste en banque d'investissement spécialisée en M&A. Puis en 2010, vous avez rejoint la Société Générale, aussi en banque d'investissement. Enfin, vous avez passé 7 ans chez Ophi Asset Management, Ophi Invest, dirait-il maintenant, en tant que gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents. Donc, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Et enfin, Christophe Hernandez. Christophe, vous êtes directeur commercial relations partenaires de Fidélité Internationale. Vous pilotez une équipe composée de 3 personnes mobilisées sur tout l'Hexagone. Vous bénéficiez de près de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Dans ce cadre, vous avez occupé plusieurs postes, notamment à la Banque d'Orsay et chez Cortal Consort, avant de rejoindre Fidelity en 2007. Et donc, vous êtes directeur commercial relations partenaires depuis 2020. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Voilà, merci à tous les trois, merci de nous rejoindre et puis d'apporter la connaissance que vous avez de manière toute particulière du monde chinois et de cette zone géographique. L'idée, c'est que les auditeurs puissent écouter à l'occasion de ce webinaire les convictions qu'ont vos grandes maisons sur la Chine. Et on va commencer directement avec vous, Christophe, donc pour la maison Fidelity. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la Chine ne repart pas? Alors c'est un constat évidemment, on est tous déçus que la Chine ne reparte pas. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que la zone est difficilement investissable, mais on l'a tous en tête. Et pour autant, on reste confiant. Donc je vais les énumérer parce que c'est important de savoir d'où on part et où on va et pourquoi on est si confiant. Alors évidemment, il y a un sujet qui est préoccupant pour la Chine, c'est l'immobilier, qui est un sujet qui traîne depuis maintenant un certain nombre d'années. Maintenant, c'est plus du tout récent, ça date de 2021, où les tensions sur le marché immobilier sont importantes et les dettes générées par les promoteurs sont très importantes. C'est le premier point. Ensuite, il y a quand même la géopolitique, qui est un vrai sujet aujourd'hui avec Taïwan, même si depuis des choses ont eu lieu récemment d'ailleurs, certainement vont être évoquées juste après. Donc ça, c'est une vraie tension géopolitique qui met de la pression sur le marché chinois. Il y a aussi la démographie, donc le vieillissement de cette population qui, sur des visions long terme, met de la pression aussi sur des futures croissances. Le chômage des jeunes aussi est un sujet sur le marché chinois également, donc c'est un sujet qui est regardé aussi par les investisseurs. Donc beaucoup d'éléments qui font dire que c'est compliqué. Pour autant, il y a Pour beaucoup autant, c'est d'éléments ce qu'on aussi va voir d'espoir. ensuite. Voilà, c'est ça. C'est que, bon, là, on parle du côté compliqué. Volontairement, je vous taquine en vous disant, mais pourquoi Exactement. ça repart pas? Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, mais néanmoins, la conviction que vous avez, en tout cas, c'est vos 3 maisons de maison, vos 3 maisons de gestion, pardon, c'est que ça a vocation à repartir, évidemment. Et Euh, surtout, tout est déjà dans le marché finalement. Donc, ouais. y a aucune surprise dans ce que j'ai dit, mais c'est bien de l'évoquer. On n'élude pas les sujets, ils sont bien présents, mais on va justement les affronter et anticiper le futur. Très bien. Alors, on en parlait un petit peu en préparant ce call, Diadong. Vous m'avez dit, est-ce qu'on peut comparer la période que nous vivons en Chine à la fameuse décennie perdue au Japon? Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez chez Edram?
Alors, pour la plupart des expérimentés, en tout cas sur le marché émergent, il y a déjà ce genre de similarité hein, qu'on parle, parce que déjà, à l'époque, Japon avait eu des crises immobilières assez importantes, en tout cas assez graves. Hein. Donc aujourd'hui, la Chine, c'est vrai que, comme Christophe a déjà souligné tout à l'heure, il y avait des problèmes immobiliers toujours en train de se résoudre. Hein. C'est pas encore trouvé des solutions parfaites pour l'instant. Similarité numéro 2, bien sûr, c'est démographie. Hein. Donc, la Chine a 1,4 milliard, mais ça se vieillit beaucoup plus vite que prévu. Et troisièmement, bien sûr, c'est le ralentissement de croissance. On parle toujours de stagnation de croissance, de productivité. Mais après, nous, on quand même croit qu'il y a quand même des différences assez distinctives. C'est-à-dire, tout d'abord, le marché chinois, c'est un marché intérieur beaucoup plus grand qu'au Japon. Et on a quand même des mécanismes de prise de décision complètement différents. Ah, donc, si vous connaissez un peu le mécanisme de prise de décision, surtout économique en Chine, je crois qu'on comprend mieux. C'est-à-dire, on peut aller de zéro Covid à zéro restriction. On peut aller de restriction d'achat immobilier à encourager les gens à acheter les apparts du jour au lendemain. Donc, c'est pas pareil. Et aussi, il y a des disparités de revenus de population. Donc, aujourd'hui, la Chine toujours est considérée comme un pays émergent parce qu'au niveau moyen, le pays reste toujours pas mal de marge à rattraper hein, par rapport aux autres pays. Donc, notre scénario de base, c'est simple. Là. Donc, la Chine, malgré tout, est capable d'éviter cette longue spirale de déflationniste, même si, vous voyez, hein, dans l'optique pessimiste, le Japon à l'époque a quand même fait connu beaucoup de boîtes avec beaucoup de réussites aussi. Et surtout, les Chinois ont tiré des leçons, hein, parce que, par exemple, à l'époque, le Japon a été empêché de développer leur vraiment secteur semi-conducteur. C'est vraiment là qu'aujourd'hui, alors la Chine a arrivé, fait vraiment des avancements assez significatifs, hein, surtout avec le retour de Huawei, et aussi côté la compétitivité dans la production, la Chine reste toujours assez fort. Et troisièmement, la Chine a aussi trouvé une solution d'équilibrer le secteur privé et le grand conglomérat pour empêcher le ralentissement de croissance aussi. Donc, je crois que ça nous rappelle un peu dans l'époque, Japon a connu les entreprises comme Sony, Toyota, Ouais. Hitachi, Takeda, tout ça. Donc, je crois que même si on est un pessimiste, ça n'empêche, on peut toujours trouver des bonnes opportunités d'investissement. D'accord. Yann, chez Pictet, vous retrouvez un petit peu dans le discours qui vient d'être tenu sur les raisons qui expliquent le retard de la Chine sur les marchés? Oui, globalement, on est assez en ligne hein, avec ce qu'ont dit mes deux confrères. Hein. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la Chine a eu 40 années de développement assez incroyable hein, depuis l'ouverture du marché en 79 à 2022, hein, quasiment, parce qu'on est sur une tendance hein, de 9% de croissance annualisée. Et c'est la crise immobilière, je pense, est uniquement la partie émergée pardon, de l'iceberg qui est assez visible parce qu'elle est assez impactante finalement pour les citoyens chinois. Hein. L'immobilier aujourd'hui, c'est 30% du PIB chinois, c'est 2 tiers du patrimoine des ménages chinois. Donc forcément, elle est beaucoup plus visible et la crise est d'autant plus douloureuse. Elle est finalement que le résultat des politiques qui ont été instaurées en 2008 pour sortir de cette crise, des politiques d'endettement hein, pour relancer la croissance. Il faut rappeler qu'on est passé hein, de 134% d'endettement total du pays à 290% aujourd'hui. Ouais. Et donc, là, l'espace laissé aujourd'hui et le volant d'action qu'a le gouvernement chinois aujourd'hui pour relancer la croissance est un petit peu plus faible, d'autant plus qu'on est dans une phase d'inflation nulle. On n'a pas du tout les mêmes problématiques qu'en Europe et aux États-Unis, voire d'inflation négative. Et le gouvernement a aussi eu vocation ces dernières années, et c'était l'objet hein, du deuxième mandat de Xi, hein, de résoudre hein, les déséquilibres hein, liés au développement, d'assainir les nouvelles économies, les nouveaux secteurs d'activité, et c'est passé par le traitement quelque part de l'émergence de conglomérats monopolistiques par les politiques antitrust, c'est passé par effectivement l'encadrement des conditions d'octroi des crédits pour réduire un petit peu l'effet de levier dans la construction. C'est aussi hein, la problématique de la démographie qui a été évoquée tout à l'heure. Hein. Certains disent que la Chine sera une économie qui sera vieille avant d'être riche. C'est un petit peu le cas aujourd'hui parce qu'on a une population qui vieillit très rapidement
Et le gouvernement a tenté de résoudre ce problème-là. Alors, d'une part, en autorisant les Chinois à avoir plus d'un enfant, donc c'est passé à 2 enfants, puis 3 enfants depuis 2021, et puis surtout en réglementant le secteur et l'industrie de l'éducation en ligne, qui était l'une des problématiques, l'un des freins, parce qu'avoir un enfant coûte très cher en Chine. Aujourd'hui, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'on a un déséquilibre démographique, on a à peu près 2,2 actifs pour un retraité aujourd'hui. On sera à l'équilibre en 2100 et ça pose une problématique également en termes de genre, puisqu'on a 30 millions de Chinois hommes en plus que les femmes. Donc, ça pose une vraie problématique sociétale en Chine aujourd'hui. Et donc, le gouvernement a vocation à résorber toutes ces problématiques. Il ne faut pas oublier que la prospérité commune était au cœur du mandat de Xi. Et donc, c'est passé par tout un tas de mesures, que ce soit les règles antitrust, que ce soit cet encadrement des crédits, que ce soit également toutes les politiques de meilleure redistribution des richesses qui ont beaucoup impacté les valeurs du e-commerce en 2021 et qui ont vocation tout simplement à réduire ces déséquilibres, à assainir également l'économie chinoise. Et c'est plutôt une bonne chose pour l'avenir finalement que ce travail ait été fait. Et on voit bien que au cœur du gouvernement chinois, dans sa volonté première, on sent que la gestion à court terme du PIB n'est pas tellement la priorité, mais surtout l'impact social. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, mon collègue le rappelait tout à l'heure, la Chine n'a pas hésité à privilégier l'aspect social à l'intérêt économique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir pour l'avenir. Et je pense que la Chine s'est constituée, en tout cas assaini ses bases, pour pouvoir recréer de la croissance, reproduire de la croissance dans les années futures. D'accord, donc le constat, je crois que tout le monde le partage, effectivement, la Chine a du mal à repartir, en tout cas en ce qui concerne la bourse et la valorisation de leurs entreprises. Néanmoins, ce constat, vous le faites, mais néanmoins, on sait bien qu'il y a des fondamentaux qui sont là, qu'il y a un certain nombre de raisons géopolitiques, etc., qui peuvent compliquer, mais on est quand même tendanciellement sur une industrie et une économie qui devrait s'apprécier. Et comment est-ce que quelles seraient, Christophe, chez Fidelity, les raisons économiques qui permettraient à la Chine de performer un petit peu plus? C'est drôle parce que tout ce qu'on vient de dire, on peut se dire waouh, c'est quand même compliqué la Chine. Pour autant, les chiffres de croissance sont toujours là. Même si les marchés financiers ne retracent pas forcément la croissance du PIB chinois, il est bien là. C'est toujours le PIB chinois qui dirige finalement la tendance mondiale. Donc, petit rappel quand même pour rappeler les fondamentaux de la Chine et ce qu'on a évoqué, c'est quand on parle de réforme et de remise en avant d'un pays qui est ralenti et que de paix sociale, etc., c'est 1,4 milliard d'habitants la Chine. Juste ça, il faut l'avoir en tête. Ça s'administre pas comme la France, forcément. Ça prend des décisions qui sont longues. Il y a une vision de long terme. Comme on l'a dit, ils sont pas à une vision court terme. Donc tout ça, ça se met en place. Ça prend du temps. Ça peut être mal perçu pour nous, pays occidentaux. Pour autant, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout est mis en œuvre justement pour que la Chine soit vraiment très très puissante, encore plus puissante demain. Rappel encore une fois, c'est la deuxième économie au monde, malgré tout ce qu'on vient de dire, ça reste quand même la deuxième économie au monde. Donc voilà, ne pas avoir de la deuxième économie au monde dans son allocation d'actifs, ça me paraît un peu compliqué. Et aussi un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est on a dit que c'est le pays qui croît le plus chaque année, de toujours peut-être un peu moins que dans les années il y a 10 ans, mais ça reste quand même des croissances aux alentours de 4-5% qui font encore rêver beaucoup de pays occidentaux. Et ça représente aujourd'hui à peu près 5% du MSCI World. Donc en termes de valorisation boursière par rapport à l'impact de la Chine dans le monde au niveau économique, on est très loin de ce qu'elle devrait peser. Donc, et tout ce qu'on a dit, c'est pas seulement que la Chine ne repart pas, c'est que la Chine a beaucoup perdu. Si on reprend sur 3 ans ou 2 ans, c'est moins 50%, quelque chose comme ça. Donc, on est sur un marché qui a fait des réformes, qui va continuer à en faire parce que le gouvernement est encore à la manœuvre pour relancer le pays. Donc, on est sur un momentum qui est quand même très, très intéressant. Alors, c'est vrai qu'on pouvait dire la même chose il y a 1 an, on pouvait dire la même chose il y a 2 ans, et que la configuration ne s'arrange pas. Pour autant, on n'est pas dans un value trap, on n'est pas dans un stock, on n'est pas dans une entreprise, on est dans un pays. Et encore une fois, ce que je viens d'évoquer là, avec ces chiffres de croissance, de population,
d'ambition de la Chine ne sont pas prêts à changer. Et je pense que c'est une réelle opportunité d'avoir ne serait-ce que 5% de sa poche action sur la Chine. Je pense que c'est vraiment un momentum parfait pour investir. Xiaodong, ce que vient de voir là, ce que vient d'être évoqué par Christophe, vous le confirmez malgré l'impact potentiel des tensions géopolitiques et puis aussi une tendance de fond post-Covid du reshoring, le fait de rapatrier de manière domestique des activités qui avaient été confiées à d'autres pays? Alors, effectivement, dans ce moment, on a, je dirais, des améliorations sur l'économie domestique en interne, hein, mais aussi à l'extérieur, la tension géopolitique. Au moins, on va garder l'optimisme modéré hein, de ce point de vue-là, parce que dernièrement, la réunion de Xi Jinping et Biden à San Francisco, juste durant l'APEC, ça se déroule plutôt bien. C'est-à-dire, c'est la première fois on a eu la chaîne de communication entre les deux pays à un niveau assez élevé. On a réussi à trouver quelques accords pour résumer surtout la communication côté militaire, côté les affaires maritimes, pour ne pas continuer à escalader les tensions, surtout en Asie-Pacifique. Donc d'ailleurs, je crois la préoccupation sur Taïwan, c'est surtout, je crois, le pushback, c'était les préoccupations des investisseurs en Europe en disant, alors on a Ukraine, Russe déjà, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir une affaire similaire, Chine, Mainland China et Taïwan? Alors selon nous, déjà, c'est pas le scénario central pour nous, même si en termes de proba, c'est pas la priorité hein, de Parti communiste. Et surtout si on regarde l'agenda d'élection présidentielle à Taïwan, la dernière développement, c'est qu'il y a une alliance qui s'est formée entre KMT et TPP, donc c'est les deux partis opposants, des partis assez pro-US, DPP. Donc pour nous, c'est plutôt des opportunités pour créer des dialogues entre la Chine et Taïwan, justement à ce moment-là, même si finalement on ne sait pas trop le résultat d'élection hein, de l'année prochaine, mais ça crée un peu plus d'opportunités de dialogue, un peu plus formelles pour nous donner un peu plus de nouvelles, je dirais, positives de ce point de vue-là. Et dernièrement, je crois que vous avez bien mentionné, hein, Guillaume, la stratégie de reshoring, donc je crois la stratégie Chine plus 1, pour nous, c'est irréversible. C'est-à-dire, la plupart des multinationales ont déjà lancé leur plan hein, de diversifier un peu plus au-delà de la Chine. Je crois que c'est à cause de Covid, à cause de plein de choses. Hein. Et pour nous, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais il ne faut pas oublier toujours derrière, pour eux, c'est plutôt Chine plus 1. Ce n'est pas pour remplacer la Chine. Parce que la compétitivité d'export chinois persiste, hein, malgré tout, jusqu'ici. Si on regarde l'excédent commercial de la Chine, mensuellement, on parle toujours de 60 à 80 milliards US$. Et aujourd'hui, si on regarde la structure d'export de la Chine, a quand même beaucoup changé. Donc, en 2023, normalement, on doit exporter beaucoup plus de véhicules, les composants automobiles, des panneaux solaires, des batteries, que les composants électroniques, genre un smartphone, tout ça. Donc, pour la Chine, c'est plutôt un upgrade, hein, donc une montée en échelle de valeur ajoutée et laisser partir, je dirais, certaines chaînes de fabrication textile dans les autres pays, c'est plutôt pour nous une bonne nouvelle, en tout cas, de transformer la structure économique de la Chine. D'accord. Et donc concrètement, Yann, chez Pictet, moi je suis CGP, j'ai des clients qui me posent la question, la Chine, j'y vais pas, j'y suis allé, j'ai perdu, ça n'a pas remonté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous dites que c'est encore le moment de s'intéresser à la Chine ou ça redevient le moment de s'intéresser à la Chine? Qu'est-ce que vous en pensez chez Pictet? Oui, alors déjà, je pense que c'est toujours le moment de s'intéresser à la Chine à partir du moment où la Chine est une économie majeure. Aujourd'hui, la Chine, hein, quand on regarde le PIB de la Chine, c'est l'équivalent de la somme des PIB de l'Inde, du Japon, de l'Allemagne et de l'Indonésie. Donc, je pense qu'on ne peut pas se priver d'étudier la Chine aujourd'hui. Alors, nous, on ne croit pas chez Pictet hein, au scénario noir, à la récession du bilan. Ça, on estime qu'on en est encore assez loin. On prévoit une croissance. Hein, de 5% annualisé pour les prochaines années concernant l'économie chinoise. Et surtout, ce que l'on remarque, et ce qui nous plaît particulièrement, c'est que le gouvernement chinois alors, n'est pas intervenu massivement hein, comme il a fait en 2008, hein, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'a plus le même volant d'action et surtout parce que ce n'est pas dans sa volonté actuellement, mais surtout quelques ajustements ont été faits. Quelques ajustements dans l'immobilier notamment, avec
plusieurs mesures qui ont été mises en place et qui permettent aujourd'hui de traiter progressivement cette crise immobilière. Alors, la bulle immobilière s'est dégonflée, hein, l'endettement des ménages est moins important que ce qu'il n'a été par le passé. On a pas mal réduit cette problématique-là. Il y a aussi l'endettement des gouvernements locaux. Hein, c'était une vraie problématique et qui ne permettait pas forcément de transférer les volontés budgétaires du gouvernement chinois en région parce que les gouvernements locaux étaient endettés. On a eu une restructuration des véhicules de financement des gouvernements locaux. Ça, c'est aussi également plutôt une très bonne chose. Puis, ce qui va permettre aussi de transférer l'activité du crédit, hein, depuis les infrastructures vers l'industrie. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on voit une économie chinoise qui est très performante sur beaucoup de pans de l'activité, et notamment celui de la transition énergétique, parce que aussi on a des activités qui ont été subventionnées, qui ont été accompagnées, qui a permis une montée en puissance de l'économie chinoise à ces niveaux-là. Et puis, je pense que ce qui est très important également, c'est de voir que l'économie chinoise a su aussi redynamiser son marché des capitaux avec notamment la réduction, la forte réduction du droit de timbre sur le marché chinois, qui a permis aussi de redynamiser un petit peu le marché des actions et surtout aussi, je dirais, les freins qui ont été mis aux différentes introductions en bourse pour retrouver un petit peu de liquidité. Donc ça, c'est une première chose qui est plutôt positive sur le marché chinois. Alors certes, on a toujours ces problématiques, hein, de tensions géopolitiques, hein, qui impactent le marché chinois parce que l'administration Biden notamment a mis des barrières commerciales en place qui forcément contraint le marché chinois. On a aussi ces problématiques ESG, hein, le problème qu'on voit sur le marché chinois, c'est que certes c'est un marché qui est attractif, qui est faiblement valorisé, sauf que les investisseurs n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parmi les grandes métriques de mise en place des allocations, en tout cas de configuration des allocations d'actifs chez les grands institutionnels, eh bien, on a les métriques ESG qui sont prépondérantes. Et aujourd'hui, alors que sur la partie environnementale, la Chine est plutôt compétitive, hein, même si elle a un bilan qui n'est pas très reluisant aujourd'hui, la dynamique est très bonne. En revanche, sur la partie S et G, hein, social et de gouvernance, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les tensions qu'on peut voir avec Taïwan, le positionnement assez flou de la Chine, hein, dans ce conflit russo-ukrainien, la problématique avec les et puis la disparition de personnalités dans le pays ne sont pas forcément très rassurantes en matière de transparence de l'information, de transparence des politiques. Et puis, Joe Biden l'a rappelé, la Chine reste une dictature et c'est comme ça qu'elle est interprétée, en tout cas analysée par les marchés aujourd'hui. Donc il y a cette problématique de flux qui est aujourd'hui problématique et qui ne permet pas un rebond immédiat de la Chine. Donc nous, on pense chez Pictet que la croissance sera plutôt stable, bien qu'elle ralentit dans les prochaines années, que la reprise sera lente, mais stabilement, mais qu'en revanche, on n'aura pas une reprise fulgurante de la Chine comme on a pu l'avoir par le passé, lorsque on avait des mesures un petit peu plus agressives, à la fois budgétaires et monétaires. D'accord, d'accord. Donc voilà, vous n'anticipez pas donc un rebond significatif du marché chinois, une remontée, mais pas aussi significative que ça ne fut dans les années passées. Chez Fidelity, vous, Christophe, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, 5% du MSCI World, donc c'est compliqué de ne pas en avoir dans son alloc. Voilà. Quelles sont les raisons économiques et qu'est-ce qui fait que moi, investisseur, il faut que je m'intéresse au fonds Fidelity pour aller adresser cette classe d'actifs sur le marché chinois? Alors déjà, on a vu que le FMI avait revu ses prévisions de croissance sur la Chine à la hausse, ce qui n'est pas neutre quand même. Donc ça prouve bien qu'il y a une tendance, que la croissance est toujours là et elle est toujours, finalement, on a une vision assez noire de la Chine et finalement, on est toujours assez surpris positivement par la croissance chinoise. Le deuxième point que je mettrai en avant, moi, c'est les politiques de relance du marché chinois qui ont commencé à être effectuées, qui n'ont pas satisfait le marché parce qu'elles étaient trop faibles, mais il y a quand même des politiques de relance. Et je pense que là aussi, il y aura des surprises. Et c'est peut-être pour ça que moi, je serais peut-être plus optimiste que Yann, à savoir que le marché pourrait rebondir beaucoup plus fortement qu'on l'attend. Parce que, encore une fois, le gouvernement a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes que nous pouvons avoir dans les pays occidentaux. Et d'un point de vue aussi politique, ou même géopolitique, la rencontre entre les États-Unis et la Chine
c'est vraiment quelque chose qui est très important pour aussi stabiliser un peu l'image de la Chine. Alors même si Biden a dit que c'était une dictature, c'est indéniable. En attendant, il est prêt à discuter avec une dictature et ne le fait pas que pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons économiques. Les interconnexions, les liens sont très forts entre la Chine et les États-Unis d'un point de vue commercial. Et je pense que Biden a compris qu'il n'était pas dans son intérêt de rentrer en conflit ouvert avec la Chine. Et le fait que le dialogue soit si direct est, selon nous, une opportunité d'accalmie et de relance de l'économie chinoise. Donc vraiment, cette rencontre est vraiment peut-être cruciale pour un rebond à venir du marché chinois, parce qu'il y a beaucoup de flux qui viennent des États-Unis, évidemment. Et aujourd'hui, on se rend bien compte aussi, quand on parle de la voiture électrique et de la transition énergétique de la voiture électrique, aujourd'hui, sans les Chinois, cette transition n'aura pas lieu parce que c'est les premiers fournisseurs de batteries au monde. Donc tout ça, il faut en avoir conscience et je pense qu'on ne peut pas se passer d'une économie chinoise forte dans les années à venir, aussi bien pour les Chinois que mais pour le reste du monde. Donc encore une fois, je pense qu'il faut vraiment avoir de la Chine dans les portefeuilles. Merci Christophe. Donc voilà, Xiaodong, qu'est-ce que je dis à mon client qui a de la Chine qui me dit il faut que je sorte, j'en peux plus, ça a trop baissé, ou est-ce que je dis à mon client qui n'a pas encore de Chine, c'est un moment d'y rentrer, c'est voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous chez Edram? Est-ce que vous considérez qu'il faut aller sur ces classes d'actifs-là? Si vous êtes autour de cette table, je pense que vous allez me répondre oui, mais si oui, pourquoi? Alors, déjà, la question assez avec beaucoup de pièges hein, sur la timing de marché. Hein. Donc, nous, on garde toujours notre conviction à moyen long terme, c'est-à-dire tant que le valo a déjà pris en compte tout ce qui est négatif et si on commence à voir un peu plus de catalyseurs, c'est toujours le bon moment. Donc, pour nous, si on regarde vraiment objectivement parlant, hein, la Chine, valorisation du marché, c'est en dessous de 10 fois PE pour une croissance de bénéfices, hein, donc pour les entreprises cotées au niveau d'indice MSCI China, d'à peu près 15% pour l'année prochaine. Alors, sachant que le niveau moyen de valorisation du marché chinois, c'était 12 fois. Bien sûr, j'ai compris tout ce qui est décote géopolitique, tout ce qui est un peu moins de confiance sur la Chine, mais il ne faut pas oublier, si on regarde côté micro, c'est-à-dire la publication de résultats, donc on vient de parcourir cette saison de publication, ça nous rend un peu plus confiants, en tout cas, pour certains secteurs, surtout côté technologie informatique, Internet, tout ça. Ça commence à publier de résultats meilleurs qu'attendus. Donc, ça fait déjà 3 trimestres, je dirais. Côté micro, il y a des entreprises qui commencent à surprendre les consensus assez pessimistes du côté marché. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec, je dirais, le pushback, donc les préoccupations sur le marché chinois, parce que les mesures de soutien s'annoncent depuis un moment. C'est très nombreux, mais pas suffisamment stimulantes. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de l'effet de bazooka, il n'y a pas l'effet d'annonce jusqu'ici. Mais nous, de notre côté, on croyait toujours la patience va payer. C'est-à-dire, oui, c'est facile de détruire la confiance sur la Chine et pour rétablir cette confiance-là, prendra du temps. Donc, on était en Chine 2 fois cette année et c'est vraiment assez évident pour nous que le mois septembre, octobre est beaucoup nettement meilleur que le mois de mai, en début d'année, en tout cas côté sentiment de marché, sentiment des consommateurs. Donc pour nous, il ne fait aucun doute que la croissance économique a déjà gagné sa place de priorité dans l'agenda des partis communistes parce qu'on a quand même eu un ralentissement qui suscite un peu l'instabilité sociale. Et surtout, ils ont quand même réagi. C'est-à-dire, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a eu une modification de l'objectif de déficit budgétaire en mi-d'année, donc fin octobre. Donc tout ça, je crois que ça va changer un peu la donne. Mais c'est vrai que côté immobilier, on a toujours eu un peu de frein jusqu'ici. Donc en termes de catalyseur interne, on regarde surtout la stabilisation du marché immobilier. Si on peut avoir un peu plus de chiffres positifs, côté prix, côté transaction, c'est des signaux assez intéressants, assez encourageants en tout cas pour les investisseurs de revenir sur ce marché-là. Ou bien, on suit très bien, bien sûr, l'amélioration durable des chiffres macro. Parce que ça, revient sur votre première question, c'est-à-dire est-ce que la pression déflationniste va continuer à rester ou pas? Donc, si le chiffre macro continue à améliorer, ça, c'est très bien. Et côté extérieur, je crois qu'on a déjà parlé pas mal, donc surtout l'apaisement de la tension géopolitique ou bien le
le taux d'US, ça pourrait jouer un rôle assez important pour vraiment marquer le bon timing de revenir sur ce marché. Merci Yann. Chez Pictet, est-ce que vous, quand on parle de Chine, on pense à des secteurs en particulier en Chine, mais en général, un mouvement qui pourrait permettre d'adresser aussi la croissance chinoise? Oui, bien sûr. Alors, nous, on est assez neutre globalement sur positionnement concernant les actions chinoises. En revanche, il y a quelques secteurs qui nous semblent absolument intéressants en termes d'opportunités d'investissement et notamment la transition énergétique. Parmi les grandes problématiques de la Chine que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a aussi la problématique environnementale, c'est-à-dire qu'entre 2001 et 2022, les émissions carbone en Chine ont été multipliées par 8. Aujourd'hui, la Chine, c'est un tiers des émissions carbone du monde. C'est 60% de la production électrique à base de charbon. Donc, ce sont des chiffres qui interpellent. Mais parallèlement à ça, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la Chine est clairement leader industriel en matière de solutions, et notamment de solutions de renouvelables, de production de batteries, comme le disait Christophe tout à l'heure, de production de véhicules électriques. Et c'est aussi le fruit de la redirection quelque part du crédit vers l'industrie. Et nous, ce qui me paraît opportun aujourd'hui, c'est d'investir sur ces entreprises-là, sur ces secteurs d'activité qui sont en forte croissance et qui profitent d'une rupture qui est assez historique et qui profite de la mutation clairement vers un monde plus vert. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois est clairement engagé à réduire ses émissions carbone, à atteindre la neutralité carbone à partir de 2060. Normalement, les émissions carbone devraient plafonner en 2030 et ça va passer par... Alors que ce soit l'investissement dans le solaire, dans l'éolien, dans les véhicules électriques. Et la Chine est déjà clairement leader sur beaucoup de ces activités-là. C'est-à-dire que 85% des panneaux solaires aujourd'hui sont fabriqués en Chine, 60-70% des éoliennes offshore, donc installées en mer, sont produites en Chine. 70% des véhicules électriques sont produits en Chine également. Donc la Chine a déjà ce positionnement-là. C'est beaucoup d'activités qui ont été subventionnées, donc qui a permis aussi aux valeurs chinoises de revenir dans la compétition par rapport à leurs semblables américaines ou européennes. Et aujourd'hui, on a un marché qui est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on estime que le marché de l'automobile électrique va être multiplié par 18 ou 20 d'ici 2030. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances ont cette vocation également à élargir leur mix énergétique au profit des énergies renouvelables. Donc, on a un marché qui est colossal, qui est en forte progression, et on a atteint aujourd'hui cette situation d'alignement des planètes quelque part entre d'une part le progrès technologique qui a permis de réduire les coûts de production, qui a permis d'atteindre l'efficacité économique par les économies d'échelle, et puis on a ces volontés politiques là aussi qui permettent de subventionner des activités et de soutenir la croissance alors même qu'on est en phase de ralentissement économique. Donc on estime que aujourd'hui investir dans la transition énergétique en Chine, c'est complètement cohérent parce que le pays est très en retard, mais que parallèlement, il est leader technologique sur les activités qui seront des solutions de demain. Très bien, écoutez, merci à tous les trois. C'était très clair. Je pense que ça aura donné des billes à nos CGP qui nous écoutent, ou en tout cas aux professionnels de la gestion de patrimoine, pour pouvoir à la fois rassurer, si ça devait être le cas, des clients qui sont exposés à la Chine depuis quelques semestres et pour lesquels ils pouvaient être impatients que ce rebond arrive, et puis aussi potentiellement pour ceux qui n'ont pas de clients investis en Chine, de pouvoir se dire, il faut peut-être regarder ce pays avec 1,4 milliard d'habitants comme maintenant une classe d'actifs à part entière et regarder les catalyseurs qu'on a évoqués. Donc avant de terminer, je vais vous laisser la parole pour la petite minute commerciale, parce que c'est important quand même, pour simplement que vous puissiez nous citer le fonds ou la gamme de fonds dans laquelle on retrouvera l'expertise de chacune de vos maisons sur cette thématique qu'est la Chine. Christophe, chez Fidelity, si on veut s'exposer à la Chine, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de véhicules chez Fidelity qui existent sur la Chine, parce qu'on est un gros acteur sur le marché chinois. Mais moi, celui que je mets en avant, c'est celui qui a le moins bien performé, parce que pour les raisons qu'on a évoquées et qui, je pense, a le plus de potentiel de rebond, c'est Fidelity China Consumer. Comme son nom l'indique, il est positionné sur la consommation des Chinois en Chine. Donc, on vise la croissance de la classe moyenne. C'est une classe moyenne qui devient de plus en plus riche au fil des années, qui consomme de plus en plus, qui est de plus en plus nombreuse. Et donc, tout ça fait que
naturellement, ces Chinois vont acheter des produits locaux. Petit rappel, qui n'est pas neutre, quand on est leader sur le marché chinois, on est le leader mondial. Oui. Donc, c'est pas neutre. Donc, c'est ce qu'on essaie de viser à travers ce véhicule-là. Et j'espère vraiment que les clients qui nous ont fait confiance ne lâcheront pas. Aujourd'hui, on sent que dans le marché, ça fléchit. Il y a 2 ans, il y avait une sorte de consensus sur la Chine. Tout le monde devait aller sur la Chine et finalement, il n'y a plus personne qui reste aujourd'hui sur la Chine. Il reste nous trois, où on est convaincus qu'il faut faire de la Chine. Et c'est comme ça aussi qu'on fait une allocation, c'est se donner du temps. Et je pense vraiment et sincèrement que la Chine aujourd'hui ne peut pas être en dehors des allocations. Aussi, information importante, il y a très peu de fonds de valeurs chinoises dans tout ce que vous pouvez trouver par ailleurs dans vos portefeuilles, donc ça amène de la décorrélation. Et pour bâtir une bonne allocation, il faut bien décorréler ces portefeuilles. Donc, China Consumer pour Fidelity. Ok, je vais vous faire un aveu, vous n'êtes pas que 3, vous êtes au moins 4. J'en dis pas Ah. plus. Xiaodong, Siedram, si on veut s'exposer à la Chine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est simple, hein, sachant que je suis gérant principal de notre fonds ODR China. Donc, pour nous, c'est vraiment un véhicule depuis très, très longtemps pour investir en Chine. Donc, on a vraiment des expériences sur ce marché-là. Et surtout aujourd'hui, je crois que le fonds est quand même bien positionné pour le rebond éventuel. J'espère que ça va pas trop tardive, en tout cas, par rapport à nos investisseurs ou porteurs existants. Mais pour nous, en tout cas, là, c'est sûr que valeur est intéressante et nous, en termes de taille de fonds, positionnement, c'est très, très favorable vis-à-vis de nos investisseurs. Donc, voilà. Merci Xiaodong. Et enfin, Yann, chez Pictet, si on veut s'exposer à la Chine ou de manière plus générale à la transition énergétique ou aux deux en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors nous, on a créé un fonds qui s'appelle Chinese Environmental Opportunities, qui est quelque part une excroissance de notre véhicule qui est très connu, qui s'appelle Global Environmental Opportunities. Et c'est un fonds qui a vocation à capter cette croissance-là, alors croissance à la fois sur le marché intérieur chinois, hein, puisque les investissements de la Chine sont à peu près 4 fois supérieurs à ceux des États-Unis dans la transition énergétique, au travers d'acteurs qui sont leaders mondiaux. Encore une fois, je le rappelle, des acteurs comme CATL dans la production de batteries est clairement un leader incontesté. Aujourd'hui, la Chine détient le plus grand électrolyseur au monde, détient la plus grande éolienne au monde. Donc, ils ont cette avance technologique sur laquelle on va essayer de surfer et qui va permettre également à d'autres pays de mener leur transition énergétique pour atteindre les objectifs qui se sont fixés, notamment cette neutralité carbone à horizon 2050 ou 2060. Donc Chinese Environmental Opportunities, qui est en plus très complémentaire à notre véhicule qui est plus connu, qui s'appelle Mandarin, et qui a été extrêmement performant ces dernières années, puisqu'il réduit fortement la volatilité et il est surperformant par rapport au marché chinois. Super. Bah, écoutez, merci à tous les trois. Ah, pardon. Ouais. Tantôt, il y a eu des petits décalages, Yann, mais c'est pas grave. Merci à tous les trois. De toutes les manières, les projets du patrimoine qui nous écoutent sauront trouver et se rapprocher des équipes de distribution de chacune de vos maisons pour pouvoir aller chercher un petit peu plus d'infos et le kit de souscription nécessaire et les référencements. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Xiaodong. Merci, Yann. Et merci à vous tous qui nous auront écoutés. La Chine, sujet passionnant, effectivement, compliqué de pas en avoir en portefeuille et économie importante, seconde économie mondiale. Donc voilà, si des maisons s'intéressent à la Chine, vous pouvez notamment vous renseigner auprès de Fidelity, d'Edram et de Pictet. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau webinaire Patrimoine 24.